Ok, donc on va reprendre ce chapitre 11. Donc c'est la deuxième partie du chapitre qu'on va finir ensemble aujourd'hui. Donc un petit rappel pour commencer. Hein. Donc on avait défini eh bien, un certain nombre d'outils nécessaires pour la construction de notre portefeuille. Donc ces outils, ce qu'il faut, c'est pouvoir mesurer donc, au niveau du portefeuille à la fois l'espérance de rentabilité et la volatilité de notre portefeuille. Et on a vu, c'était le point important, la première partie de ce chapitre 11, comment la volatilité de mon portefeuille diminuait grâce à la diversification. Donc, dans un premier temps, on avait construit des portefeuilles composés uniquement d'actifs risqués. On voyait que ces portefeuilles nous permettaient d'augmenter nos performances. Autrement dit, hein, qu'est-ce que c'est que la performance? C'est la rentabilité ajustée du risque. Donc avec des portefeuilles d'actifs, on arrivait à avoir des rentabilités plus élevées pour un même niveau de risque, ou alors des niveaux de risque moins élevés pour un même niveau de rentabilité. Et donc on avait une multitude de portefeuilles qui constituaient ce qu'on appelle la frontière efficiente. Et puis, dans un deuxième temps, je vous ai montré que si on introduisait, en plus de ces actifs risqués, eh bien, l'actif sans risque, on augmentait encore une fois nos possibilités on améliorait notre performance. D'accord. Et donc, on arrivait à identifier un portefeuille qui avait le ratio optimal, le ratio rentabilité-risque optimal, et ce portefeuille correspondait au portefeuille tangent. D'accord. Celui qui est à l'intersection, enfin, c'est le point de tangence, hein, pas d'intersection, mais c'est le point de tangence entre la droite qui passe par l'actif sans risque et, donc, et qui est tangent donc, à ma frontière efficiente. Voilà ce qu'on avait vu la semaine dernière, donc les sections 1 à 5. D'accord. J'avais rappelé la semaine dernière qu'on doit ces travaux donc, à deux économistes, enfin ils ne sont pas seuls, mais les plus connus, c'est James Tobin et William Sharpe, parce qu'ils ont été récompensés par le prix Nobel, mais bien sûr on a eu pas mal d'autres auteurs qui avaient travaillé sur ces questions-là. Donc cette théorie financière du choix de portefeuille, elle date des années 60. Ok. Voilà donc ce qu'on avait vu. Donc vous avez les formules sur la rentabilité du portefeuille. On avait calculé ensemble hein, la volatilité du portefeuille qui dépendait beaucoup de la corrélation des actifs entre eux. Si les actifs ne sont pas trop corrélés les uns aux autres, eh bien, sont corrélés les uns aux autres des gains de la diversification. On avait fait tous ces calculs ensemble. Ensuite, on avait généralisé, donc au cas où on avait un grand nombre de titres, on avait montré que la volatilité du portefeuille diminuait. Alors, on ne pouvait pas annuler complètement le risque, parce qu'il y a toujours un risque systématique qui reste présent, mais on peut réduire les risques idiosyncratiques. Vous vous souvenez, on a évoqué tous ces points. Et puis, je vous disais, on a construit ce portefeuille, les portefeuilles efficients, donc avec cette frontière efficiente. Et puis, on a vu également que lorsqu'on introduit davantage de titres, eh bien, cette frontière efficience, elle se déplace dans le cadran nord-ouest, comme vous le voyez ici. Hein. Plus on a de titres, hein, et plus on va vers la région nord et la région ouest, celle où il y a plus de rentabilité et moins de volatilité. Et lorsqu'on introduit eh bien, l'actif sans risque, on peut composer un portefeuille avec de l'actif sans risque et un des portefeuilles de la frontière efficiente. Alors, on avait pris ce portefeuille P au départ, mais bon, on a rapidement compris qu'on pouvait optimiser encore son choix en ayant eh bien, la droite la plus pentue possible, cette droite la plus pentue qui mélange donc de l'actif sans risque et un portefeuille efficient, c'est cette droite qui passe par... c'est la tangente, en fait, à ma frontière efficiente. Voilà, et on avait effectivement défini le ratio de Sharpe, hein, qui est une mesure de performance. Hein, le ratio de Sharpe, on va l'utiliser juste maintenant dans la section donc, 11.6, ce ratio de Sharpe, c'est la rentabilité excédentaire du portefeuille sur la volatilité, et c'est ma mesure de performance.
D'accord, je veux maximiser ma rentabilité, minimiser ma volatilité. Alors aujourd'hui, le taux d'intérêt est quasi nul, hein, négatif, donc mais en toute rigueur, donc on peut s'en passer hein, en pratique, mais en toute rigueur, c'est l'excès de rentabilité qui figure au numérateur. Voilà, ok. Donc vraiment très rapidement pour se remettre dans le bain, ce qu'on avait pu aborder la semaine dernière. Et donc, je vous disais, c'est utile de déterminer évidemment les portefeuilles optimaux hein, et du point de vue de l'investisseur, mais c'est également utile pour les entreprises de comprendre hein, la formation donc, des portefeuilles sur les marchés, puisque ça impacte les rentabilités des titres, et ça va nous permettre de déterminer les primes de risque et le coût du capital. D'accord. Et donc, il y a un lien hein, entre la finance d'entreprise et la finance de marché. Au premier semestre, souvenez-vous, on avait abordé toutes les techniques d'évaluation qui reposent donc, sur l'actualisation des flux futurs. Et je vous avais dit à ce moment-là que dans les exercices, hein, je vous donne hein, le coût du capital. Mais je précisais alors que en pratique, l'étape la plus délicate, c'était justement l'estimation de ce coût du capital. La résolution du problème peut être un peu complexe parfois, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de poser le problème et d'obtenir les bonnes informations concernant donc, les flux futurs, mais également cette mesure du coût du capital. Et donc, on va voir ici comment on l'obtient. Donc, j'en ai un peu parlé déjà, je crois, la semaine dernière, mais on va le rappeler rapidement. Donc, l'idée, en fait, c'est, je vais dire simplement, hein, il y a des arbitrages sur le marché qui conduisent à ce que eh bien, le coût du capital eh bien, obéisse à cette relation. Cette relation 11-20 que vous avez sous les yeux. La rentabilité d'un actif I, d'un actif risqué, ça va être égal à quoi? C'est la rentabilité de l'actif sans risque, plus donc cette prime de risque. Cette prime de risque qui dépend de quoi? Qui dépend de la rentabilité excédentaire du portefeuille tangent, du portefeuille qu'on a aussi appelé super efficient, parce qu'il est efficient, mais en plus, il a un ratio de Sharpe optimal. Donc cette rentabilité excédentaire par rapport au taux sans risque, que multiplie le bêta de mon titre I par rapport à mon portefeuille P. D'accord? Donc cette équation-là, elle me donne la rentabilité du titre I. OK? Donc un exercice d'application pour bien comprendre, les idées qu'on développe ici. Donc, vous avez un portefeuille. D'accord, ce portefeuille s'appelle Omega. Vous détenez déjà ce portefeuille. Et l'espérance de ce portefeuille, l'espérance de rentabilité, est de 15% pour une volatilité de 20%. D'accord. Le taux sans risque, il est de 3%. Ah, excusez-moi. Le taux sans risque est de 3%. Et on a des titres qui sont disponibles. Alors, en l'occurrence, c'est des titres non cotés. C'est une SCPI, donc c'est un placement immobilier qui a une rentabilité espérée de 9% et une volatilité de 35%. Est-ce que inclure ce titre dans notre portefeuille peut améliorer nos performances? Bien, ça va dépendre de la corrélation de ce titre avec le fonds. Et on a une corrélation donc, sur des données historiques, toujours. Hein, c'est comme ça qu'on peut les mesurer. Cette corrélation, elle est de 10%. Donc, la question est de savoir si on a intérêt à intégrer ce titre. Alors, on va le faire au tableau ensemble. Pour répondre à cette question, il faut calculer eh bien, la rentabilité minimale pour ce titre. Hein. Je vais noter petit i comme dans mes formules précédentes. Donc, il faut que je calcule la rentabilité de ce titre petit i. Et je vais la comparer à sa rentabilité observée qui est de 9%. Et si ce que je calcule RI est inférieur à 9%, alors ça voudra dire que mon titre est... j'ai tout intérêt à ajouter ce titre-là en portefeuille. D'accord?
Donc, la rentabilité de mon titre, quelle devrait être la rentabilité de ce titre? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez de cette formule, elle n'est pas difficile à retenir. La rentabilité du titre I, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un peut le dire à l'oral, ouais, essayez d'être actif, de ne pas vous endormir derrière vos écrans. C'est RF. Oui. RF plus Bêta. Bêta, oui, bêta, je mets bêta I pour qu'on comprenne bien que c'est lié au titre I, fois l'espérance de RP moins RF. D'accord? Alors, on a appelé ce portefeuille, on l'a appelé oméga, donc je vais appeler ça RO, d'accord? Comme on voit bien. Et donc, c'est le bêta de I par rapport à O. Puisque là, on se compare au portefeuille que l'on détient déjà. OK, donc RF, on le connaît, c'est 3%. Le bêta, on ne connaît pas. Donc, voilà, ce n'est pas très grave, on va calculer ce bêta. Alors, le bêta du titre I par rapport au portefeuille O, il se calcule comment? Vous vous souvenez du calcul du bêta? C'est la variance du titre I, enfin la volatilité, excusez-moi, du titre I sur la volatilité du portefeuille. Vous vous souvenez? D'accord? Fois quoi? Fois la corrélation entre la rentabilité de I et la rentabilité du portefeuille. Et ça, on a toutes les données pour faire le calcul. Donc, la volatilité, rappelez-moi, elle est de combien? La volatilité du titre 35%. Donc 35 sur 20, je crois. Sur 20%, fois 0,1. Ouais, 0,1. OK. Et donc, ça vous donne 0,175. OK. Donc, on a 0,175. Je remonte en haut. L'espérance de rentabilité, je crois qu'on la connaît pour notre portefeuille. Je retrouve ça. 15%, c'est ça. Donc 15% moins 3%. Et donc, vous avez calculé ici ce qu'on attend comme rentabilité pour l'actif I. Je regarde un peu dans mes notes, ça vous donne 5,1. Pour faire le calcul. 5,1. Et donc, est-ce qu'il est intéressant d'introduire l'actif I dans ce portefeuille dans la mesure où il rapporte 9%? Oui, c'est intéressant. D'accord. Donc ça, c'est typiquement, alors là, je m'interromps 2 secondes, histoire aussi de vous motiver. C'est typiquement le type d'exercice que je demande à l'examen. Vous avez plusieurs exercices de ce type avec. Donc c'est assez immédiat. Ce sera des exercices, bien sûr, comme ceux que l'on a traités en cours. Donc ce qu'on retient, c'est que la rentabilité espérée d'un titre I, l'espérance de rentabilité d'un titre I, eh bien, ça doit coïncider avec cette formule, d'accord, que vous avez en haut sous les yeux. OK? D'accord. Bon, je vous la mets là au tableau. Enfin, là, il est au tableau. Vous l'avez sur la diapo. Là, je calcule la rentabilité exigée dans l'équation 11-21. Je réécris un tout petit peu en faisant état de l'espérance de rentabilité avec l'idée que mon portefeuille est optimal si et seulement si la rentabilité espérée de tout titre qui entre dans sa composition est égale à sa rentabilité exigée. Donc, en fait, mon modèle, c'est un modèle d'équilibre où tous les titres vont être, où on a des agents rationnels et donc les titres vont être achetés de manière à ce que les performances de mon portefeuille soient optimisées. Et donc, ça conduit à cette égalité. OK? D'accord? Donc, ça me permet, encore une fois, d'optimiser mon portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser son portefeuille ici? Ça veut dire avoir le ratio de Sharpe le plus élevé. Autrement dit, le maximum de rentabilité pour le minimum de risque. OK?
Donc, bon, on va poursuivre un peu l'exercice parce que c'est bien, hein, on sait qu'on va devoir introduire ce nouveau titre dans notre portefeuille pour maximiser donc, notre asset chart. La question maintenant, c'est de savoir de combien, hein, comment je vais composer ce portefeuille. D'accord. Comment on le compose, ce portefeuille? Donc, on nous dit qu'on avait, on a 100 millions d'euros dans le portefeuille Omega. Combien doit-on investir en plus dans le titre I, de manière à maximiser sa rentabilité. Ok. Je vais effacer. Je laisse un peu réfléchir. Donc là, il va falloir résoudre donc un problème d'optimisation. On va poser le problème et ensuite on va le résoudre numériquement. Donc, on va résoudre ce problème. Alors, nous, on veut un portefeuille, hein, cette fois-ci qu'on appelle P. Hein, et l'espérance de rentabilité de ce portefeuille, eh bien, il va être égal à quoi? On a une part investie dans le portefeuille O, plus, d'accord, de l'argent en plus, hein, c'est exactement ce qu'on a dans l'énoncé, de l'argent en plus, donc je vais noter X, hein, une somme X qui va me rapporter, eh bien, qui va être investi, excusez-moi, dans le titre I. Donc X qui va être investi dans le titre I, qui me rapporte donc l'espérance de RI. Sachant que bien, ce montant supplémentaire, il va falloir que je l'emprunte. D'accord? Donc, mon gain net, ce sera espérance de RI moins le taux sans risque. D'accord? J'emprunte la somme supplémentaire. Okay, puisque mes 100 millions, ils sont investis dans le portefeuille Omega. Okay. Je peux aussi écrire la deuxième équation, c'est la variance de mon portefeuille. La variance de mon portefeuille, alors souvenez-vous, hein, l'espérance, c'est un opérateur linéaire, ce qui ne pose donc pas de problème. La variance, c'est un opérateur quadratique. Donc, nous, ce qu'on mesure, hein, c'est la variance du portefeuille composé de RP plus X, facteur de RI, moins RF. D'accord. Là, c'est l'espérance. Et donc, comment ça s'écrit, ça? Eh bien, on a la variance de RP plus, je vous écoute, c'est un opérateur quadratique, X carré, variance de ce terme entre parenthèses, sauf que RF, c'est le taux sans risque. Et donc, c'est une constante. Autrement dit, eh bien, la variance de ce terme, c'est tout simplement la variance de RI. Donc, X carré, variance de RI. Encore une fois, parce que RF, c'est une constante. La variance si on a une variable aléatoire X, la variance de X moins A, bah, c'est la variance de X. OK, plus 2 fois 1 fois X, donc 2X, covariance de RP RI. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque que lorsqu'on augmente la part investie dans l'actif I, on augmente la rentabilité, d'une part. Mais lorsqu'on augmente X, eh bien, on augmente certes l'espérance de rentabilité de notre portefeuille total, mais on augmente aussi eh bien, la volatilité de notre portefeuille, hein, puisqu'on voit que ça a un impact positif sur la variance. D'accord?
Et puis, on peut aussi écrire la covariance de RP-RI. Cette covariance, elle va dépendre donc, eh bien, du produit des écarts-types et du coefficient de corrélation. Et sans vous réécrire, on n'a pas besoin forcément toute l'équation, vous l'avez, on les a déjà écrites, le calcul des covariances. Vous vous rendez bien compte qu'à mesure où j'augmente la part X dans mon portefeuille total, eh bien, je vais avoir mon portefeuille total, j'aurai une augmentation aussi des corrélations. Donc, pour résumer les choses, il va falloir que je détermine un niveau optimal de X qui maximise le rapport entre ma rentabilité et ma volatilité. Je répète, sachant que si j'augmente X, j'augmente ma rentabilité, mais j'augmente aussi mon risque. Okay. Donc, ça a été fait, mais alors, de manière numérique. Alors, on n'a pas résolu ça de manière algébrique. Ici, on a pris plusieurs valeurs possibles de X. À chaque fois, on a mesuré donc chaque valeur de X à partir des formules que vous avez sous les yeux. On a mesuré l'espérance de rentabilité de mon portefeuille. On voit que ça augmente à mesure que X augmente. Et on a calculé la volatilité. On voit également que la volatilité augmente à mesure que X augmente. D'accord ? Donc, ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième équation. À mesure que X augmente, comme je vous l'ai dit, ma corrélation entre RI et RP augmente. C'est assez intuitif. Et donc, vous voyez que ce qui se passe pour le ratio de Sharpe, c'est le rapport des deux, le rapport de mes deux colonnes, sachant que, bon, il faut que je tienne compte de l'actif sans risque, mais en gros, c'est le rapport de mes deux colonnes. Eh bien, on voit qu'il augmente, jusqu'à atteindre un maximum, puis ensuite, il diminue, parce que l'effet de la corrélation qui continue d'augmenter l'emporte sur l'augmentation des rentabilités. Donc, on a un niveau optimal ici à 0,6104 pour le ratio de Sharpe et ça correspond à une pondération de 11%. Okay. Donc ensuite, bon, il y a deux colonnes supplémentaires, on calcule le bêta, mais c'est pas absolument nécessaire. Okay. Donc voilà comment on a déterminé le poids dans notre portefeuille. Donc il va falloir qu'on emprunte. Si la richesse totale investie dans le portefeuille Oméga était de 100 millions d'euros, eh bien il va falloir qu'on emprunte 11 millions d'euros pour investir dans notre action I de manière à améliorer les performances de notre portefeuille. OK. Auparavant, quand on n'avait que le portefeuille O, on avait une espérance de rentabilité de 15%. Elle passe à 15,66 avec l'introduction de l'actif I. C'est bon? OK. Donc, la section suivante, bien, finalement, va reprendre tout ce qu'on a dit précédemment dans un cadre unifié de manière à établir donc, ce qu'on appelle le fameux modèle d'évaluation des actifs financiers. Parfois, on parle aussi de modèle d'équilibre des actifs financiers, le MEDAF, qui correspond donc à ce qu'aux États-Unis, on appelle le CAPM. Aux États-Unis et ailleurs, d'ailleurs, on parle bien plus souvent du CAPM que du MEDAF. Le MEDAF, c'est la traduction française. CAPM, c'est pour Capital Asset Pricing Model. Alors, quelles sont les hypothèses du MEDAF ou CAPM? Eh bien, on suppose que les investisseurs peuvent prêter ou emprunter au taux sans risque et qu'ils peuvent acheter ou vendre n'importe quel actif financier à son prix de marché. D'accord. Et donc, si les prix d'achat et les prix de vente sont les mêmes,
si les taux prêteurs et les taux emprunteurs sont les mêmes, ça signifie qu'en fait, il n'y a aucun coût de transaction. D'accord? Donc, on fait l'hypothèse ici qu'il n'y a aucun coût de transaction. Il n'y a pas de friction sur le marché. D'accord? Et donc, et on rajoute à ça l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas d'impôt. Puisqu'on fait l'hypothèse implicite que les agents sont rationnels, alors ils ont tous intérêt à détenir le portefeuille efficient, le portefeuille super efficient même, celui qui offre le ratio de Sharpe le plus élevé et donc la rentabilité espérée la plus élevée pour une volatilité donnée. Les investisseurs forment des anticipations homogènes sur la rentabilité espérée, les volatilités et les corrélations. Voici les hypothèses donc, de notre modèle. Et à partir de ces hypothèses, donc, on obtient le modèle CAPM avec donc, le portefeuille efficient qui va être le portefeuille qui contient tous les titres disponibles sur le marché au prorata de leur capitalisation, de leur poids. Le MEDAF, c'est un outil qui est utilisé en finance de marché, pour évaluer donc, les portefeuilles, sachant que le résultat du MEDAF nous indique qu'il faut avoir des portefeuilles diversifiés le plus largement possible, avec donc des composantes qui sont pondérées par leur taille, ce qui revient en fait à faire de la gestion passive, tout simplement. Il n'y a pas a priori de calcul à faire. Si vous voulez optimiser votre ratio de Sharpe, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille diversifié, le plus diversifié possible. Et il sert également en finance d'entreprise, parce que lorsque vous devez calculer donc, la création de valeur associée à un projet, lorsque vous calculez la valeur actuelle nette d'un projet, vous devez connaître le taux d'actualisation, et le taux d'actualisation, il correspond au coût du capital. Et ce coût du capital, c'est la rentabilité telle que le MEDAF permet qui peut être déterminé à partir du MEDAF. OK. D'accord, donc le MEDAF nous donne le portefeuille super efficient. En ayant le bêta du titre par rapport au portefeuille super efficient, on obtient la rentabilité exigée par les actionnaires, donc le coût du capital. OK, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. C'est l'exercice avec le fonds Oméga et le titre I. Et donc, je vous disais, cette hypothèse d'anticipation homogène font que tous les investisseurs identifient le même portefeuille super efficient. Ce qui conduit finalement à dire que le portefeuille super efficient, c'est tout simplement le portefeuille de marché. OK. Alors, un petit exercice, on va le lire ensemble et puis on va essayer d'y répondre. Alors, il n'y a pas de calcul, c'est juste pour que vous compreniez bien notre idée. Donc, vous avez identifié le portefeuille efficient et vous décidez d'investir. Vous avez par ailleurs 10 000 € en titre Capgemini et 5 000 € en titre Sanofi. Ça, c'est pour Camille, en fait. Camille, qui a donc 5 000 € en titre Capgemini, 5 000 € en titre Sanofi. Et Paul ne détient que 2 000 € d'actions Sanofi. En supposant que son portefeuille est aussi efficient, combien a-t-il investi en actions Capgemini? Je vous laisse y réfléchir. Je reprends. D'accord? On sait que les deux agissent selon les principes du MEDAF et donc détiennent le portefeuille super efficient. On sait que Camille a 5 000 € en actions Capgemini, 10 000 € en actions Capgemini et 5 000 € en actions Sanofi.
Et puis, donc, 10 000, je vais le noter, ça sera plus simple, et 5 000. Ça, c'est pour Capgemini. Sanofi, excusez-moi. Et donc, Paul a 2 000 € en action Sanofi. Combien a-t-il en action Capgemini? Le double. Exactement. Le double, puisqu'il y a un rapport de 1 à 2. Ici, on doit avoir le même rapport, puisqu'ils vont détenir le même portefeuille efficient. D'accord? Et qu'est-ce qui va changer entre donc, Camille et Paul? Qu'est-ce qui change? Ce n'est pas la composition de leur portefeuille. On voit bien, hein, leur portefeuille est composé de la même manière. Donc, on a déterminé, ici, c'est 4 000 €. La composition est la même. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ce qui change, c'est que Camille a investi bien, une certaine somme, on ne sait pas exactement combien, parce qu'il y a d'autres types que ces deux-là dans le portefeuille, mais elle a investi davantage, une part X dans le portefeuille efficient en actifs risqués, qui est supérieure à la part, j'appelle ça X, investie par Paul dans l'actif risqué. Paul a davantage, en revanche, lui, d'investissement en bons du trésor, en actifs sans risque. On va appeler ça X' pour Paul. Ou alors XC pour Camille, XP pour Paul. D'accord. Ce qui change, ce n'est pas la composition de leur portefeuille, je me répète, hein, peut-être que c'est très simple et que je me répète inutilement, mais je veux bien insister. La composition va être la même, dans les mêmes proportions, sauf que Paul a investi moins en actifs risqués que Camille. À l'inverse, Paul a investi plus en actifs sans risque que Camille. Donc, c'est ça qui fait la différence. OK. Que peut-on dire de la capitalisation boursière de Capgemini? Comme tout le monde fait les mêmes anticipations, eh bien, tout le monde compose son portefeuille de la même manière. Et donc, eh bien, la capitalisation boursière de Capgemini doit être 2 fois plus élevée que celle de Sanofi. Il y a un lien proportionnel, tout simple, entre les deux. OK. C'est ce qu'on voit dans la figure ici, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a déjà abordé cette figure. Vous avez différents titres. Ici, on a pris une dizaine de titres du CAC 40. On a composé d'abord bien l'ensemble des portefeuilles efficients. Et puis, à partir de l'actif sans risque, on a bien tracé la droite qui est tangente. Cette droite, on l'appelle la droite de marché ou Capital Market Line en anglais. La Capital Market Line. Avec donc un portefeuille qui est le portefeuille tangent. On l'appelle aussi le portefeuille super efficient. On l'appelle aussi le portefeuille de marché. Et donc, ce que je vous disais dans l'exemple précédent, c'est qu'à la fois Camille et Paul détiennent ce portefeuille de marché, donc il est composé de la même manière. Ils ont les mêmes proportions de chaque action dans le portefeuille. En revanche, Camille va se situer peut-être ici, sur la droite de marché, avec beaucoup de sa richesse investie en actifs risqués et peu investie en actifs sans risque, d'accord, quelque part ici, voire même ici, en détenant que des actifs risqués. Et puis Paul, à l'inverse, lui, il va détenir beaucoup plus d'actifs sans risque, beaucoup moins d'actifs risqués, et il va se situer quelque part ici. Mais la composition de leur portefeuille sera la même. D'accord ? Où que vous soyez sur la droite, la composition de votre portefeuille d'actifs risqués est identique. Okay. Pour être bien clair, parfois, on parle du théorème de séparation. Le théorème de séparation, il s'exprime de la manière suivante. En fait, dans vos choix de placement, il y a 2 étapes. Première étape, il faut identifier le portefeuille super efficient. Et en fait, ça c'est simple, on a vu que c'était le portefeuille de marché. Et ensuite, donc, comment il se compose? Il y a des poids au sein de ce portefeuille de marché. Mais ces poids, je vous l'ai dit, ils se déterminent simplement, c'est en fonction de la capitalisation boursière de chaque titre. Et puis, dans un deuxième temps,
vous composez ce portefeuille de marché avec de l'actif sans risque. Okay. Donc, vous allez avoir X%, 20%, 10% en actifs risqués et le reste en actifs sans risque. OK. Voilà, donc ça, c'est pour la capital market. Alors, section 8. Alors, bon, ce qui est la dernière section. Donc, on l'a dit, hein, je vous réécris cette formule. On peut réécrire la formule précédente. Vous vous souvenez, hein, où on avait l'espérance de rentabilité de l'actif I. En fonction, non pas d'un portefeuille P quelconque, hein, mais en fonction du portefeuille de marché. Et bien sûr, ce terme-là, c'est ce qui mesure bien la prime de risque. La prime de risque, c'est par définition l'écart entre la rentabilité du titre I et le taux sans risque. Donc, c'est bien le terme qui apparaît ici. Avec un bêta qui se calcule eh bien, en rapportant les volatilités fois la corrélation entre l'actif I et le portefeuille de marché. Donc, ce bêta, il correspond d'ailleurs au coefficient d'une régression linéaire. Si vous faites une régression par les OLS, vous avez ce coefficient bêta que vous pouvez obtenir. Alors, un petit exercice. Vous avez un taux sans risque de 4%, un portefeuille de marché qui a une rentabilité espérée de 10% et une volatilité de 26%. L'action MDL a une volatilité de 16% et une corrélation avec le portefeuille de 33%. Quel est le bêta? Allez-y, c'est vraiment simple, on l'a déjà fait. Hein. J'efface. Eh bien, le bêta, c'est la volatilité de MDL, d'accord, sur la volatilité du portefeuille de marché fois la corrélation entre les rentabilités. D'accord? Et donc, la volatilité de MDL, c'est combien déjà? 26%. 26. Celle du portefeuille de marché? 16%. 16. Fois la corrélation? Fois 33%. 33%. Ce qui vous donne 0,54. Ça veut dire quoi 0,54? Ça veut dire que quand le portefeuille de marché augmente de 1%, le prix de l'action en moyenne augmente de 0,54%. Quand le prix de marché augmente de 1%, en moyenne, le prix de l'action augmente de 0,54%. D'accord? C'est bon? Le bêta de l'action à la rue est de moins 0,3. Selon le MEDAF, que vaudrait la rentabilité espérée de ce titre en excès par rapport au taux sans risque? Eh bien, allons-y. L'espérance de rentabilité pour l'action ALR, c'est l'équation précédente, donc c'est RF plus bêta ALR fois l'espérance de rentabilité du portefeuille de marché moins RF. Voilà ce que l'on peut écrire. Est-ce qu'on connaît le taux sans risque? Oui, il nous est donné, c'est 4%. Est-ce qu'on connaît le bêta? Il nous est donné également, c'est moins 0,3. Okay. Est-ce qu'on connaît la rentabilité du portefeuille de marché? Oui, c'est 10%. Moins 4%. Donc, quelle devrait être la rentabilité pour mon action ALR?
Vous faites le calcul, c'est très simple. 0,3 fois 6, ça fait 6 fois 3, 18. Ça fait 1,8 moins, donc moins 1,8 plus 4, ça fait moins 2,2. Non, c'est, excusez-moi, je l'ai fait à l'inverse, c'est 4 moins 1,8, donc plus de 2,2. Voici la rentabilité de ce portefeuille. Alors, encore une fois, ça doit vous paraître bizarre, non? Ça doit vous paraître bizarre. On a un titre risqué. D'accord? On a un titre risqué et sa rentabilité est inférieure au taux sans risque. Comment se fait-il que sa rentabilité ne soit que de 2,2 alors que le taux sans risque est de 4? Alors, encore une fois, j'ai un taux sans risque ici élevé par rapport à la situation aujourd'hui. On sait que les taux sans risque sont nuls, voire négatifs. Hein. Mais par rapport à mon exercice ici où j'ai un taux sans risque de 4%, c'est étrange d'avoir une rentabilité de 2,2. C'est très faible. Pour quelle raison? On l'a vu, on l'a abordé ça, souvenez-vous. Eh bien, c'est parce que le bêta est négatif. On a un bêta négatif. Et donc, notre entreprise, notre titre, hein, ici pour l'entreprise ALR, sert d'assurance. D'accord. Cette entreprise voit son prix augmenter, le prix de ses actions augmenter lorsque le marché diminue. C'est ça un bêta négatif. Quand le marché baisse de 1%, le titre ALR augmente de 0,3. Quand ça baisse de 1%, lui, il augmente de 0,3. Donc, c'est une forme d'assurance. Et comme les investisseurs sont averses au risque en moyenne, ils sont attirés par ce type de titre, ce qui fait augmenter le prix et réduire la rentabilité. Vous vous souvenez, hein, on a vu ça ensemble. Hein, souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 3, à la fin du chapitre 3 sur le prix du risque. Ceux qui ne se souviennent pas, je vous invite à revoir. D'ailleurs, les vidéos sont en ligne. OK. Voilà, donc je vous disais, hein, il y a une relation donc, qui est linéaire entre le bêta et l'espérance de rentabilité. Hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit, enfin, bon, qu'importe. Et donc, on peut dessiner une droite qu'on appelle la Security Market Line. D'accord. Attention à ne pas confondre avec la Capital Market Line. Et cette droite, elle passe donc par l'actif sans risque et le portefeuille de marché. C'est la droite que l'on peut tracer dans le plan où eh bien, on représente, comme vous allez le voir, la rentabilité et la volatilité. D'accord? Je vous montre ça ici. À partir des données sur les 10 titres du CAC 40 qu'on avait considérés jusqu'à présent, vous avez donc ici la rentabilité et la volatilité. D'accord? Et ça vous permet de déterminer la droite de marché. C'est le même graphique que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais on peut aussi adopter un plan différent, un espace différent, hein, où on a la rentabilité non plus en fonction de la volatilité, mais du bêta. Et ça nous donne ce qu'on appelle la Security Market Line, ou en français la droite du MEDAF. Et on voit que bien nos titres sont tous alignés sur cette droite. Donc ici, vous avez le portefeuille de marché, évidemment, avec un bêta de 1. Et ici, vous avez l'actif sans risque avec un bêta de 0. Et on constate que eh bien, nos titres sont tous alignés sur cette droite du MEDAF. OK.
Donc, c'est deux représentations assez classiques. La dernière représentation, elle est intéressante parce que si vous prenez des données sur, je ne sais pas moi, Yahoo Finance, par exemple, que vous calculez donc sur la période passée, les bêtas, et vous essayez d'obtenir donc les rentabilités espérées, vous pouvez distinguer les titres qui sont, compte tenu de notre modèle, sur- ou sous-évalués, d'accord, selon qu'ils sont au-dessus ou en deçà de cette droite. OK. Un autre exemple. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Donc, on a deux entreprises, Danone, Ubisoft, dont les bêtas sont de 0,5 et 1,8. Taux sans risque est supposé égal à 4%. La rentabilité du portefeuille de marché est de 10%. Selon le MEDAF, quelle est l'espérance de rentabilité d'un portefeuille équipondéré de ces deux titres? Donc, on peut calculer la rentabilité espérée pour chacun des titres et faire la moyenne pondérée. D'accord? Bon, c'est ce qu'on va faire. Hein. Alors, l'espérance de rentabilité pour Danone, CBN, je crois. Ça va être égal, donc, souvenez-vous, hein, au taux sans risque plus bêta, l'excès de rentabilité du portefeuille de marché. Donc, le taux sans risque, c'est 4%. Le bêta, c'est 0,5. Fois la rentabilité du portefeuille de marché, moins le taux sans risque. Et pour Ubisoft, eh bien, c'est 4%. Ce qui change, c'est simplement le bêta. Le bêta pour Ubisoft est de 1,8 fois 10% moins 4%. D'accord? Donc, ça nous donne, je regarde ici, 7%, 14,8%. Est-ce que ça vous étonne d'ailleurs que le bêta de Danone soit plus faible que le bêta d'Ubisoft? Ça ne doit pas. Hein. Ubisoft produit donc du matériel informatique ou des logiciels informatiques. Hein. Enfin, c'est dans le secteur de l'informatique, du multimédia. Je ne sais pas exactement, mais vous voyez bien. Je crois que c'est les jeux vidéo Ubisoft. Hein. Bon, mais qu'importe. Et donc, c'est très sensible à la conjoncture, alors que Danone fournit bien, des biens de consommation courante qui sont moins sensibles à la conjoncture. Ce n'est pas du tout étonnant d'observer que leurs bêtas sont bien différents. Donc, on a l'espérance de rentabilité pour chacun de ces titres. Si vous voulez la rentabilité d'un portefeuille équipondéré, eh bien, c'est la moyenne pondérée. Hein. Donc, 7 plus 14,8 divisé par 2. D'accord. Donc, si vous voulez l'espérance de rentabilité du portefeuille, je ne vais pas l'écrire là. Hein. C'est la moyenne pondérée. C'est la moyenne pondérée. Et en l'occurrence, comme c'est équipondéré, c'est la moyenne tout simplement, entre 14,8 et 7. Et ça vous donne 10,9 si vous faites la moyenne. 10,9%, hein, si vous calculez la moyenne. On aurait pu également, alors ça suffit largement hein, comme résultat, mais on aurait pu également calculer l'espérance de rentabilité du portefeuille lui-même. Et pour cela, il aurait fallu calculer, donc j'ai calculé l'espérance de rentabilité du portefeuille, eh bien, composé de manière équipondérée d'actions Danone et Ubisoft, donc c'est 4%, plus, cette fois-ci, quel bêta? C'est simple, hein, comme c'est un portefeuille équipondéré, mon bêta, ça va être la moyenne des bêtas. Donc, ça va être 0,5 plus 1,8 divisé par 2, facteur de 10% moins 4%. Voilà, c'est une autre façon de faire et ça donne bien sûr le même résultat. D'accord, si vous faites la moyenne ici ou vous faites la moyenne directement des bêtas, évidemment ça donne le même résultat. Ce que vous pouvez mettre en facteur. Enfin, mathématiquement, je pense que la démonstration elle est évidente à faire. Ok.
Donc, soit vous calculez les espérances de rentabilité, vous faites la moyenne, soit vous calculez directement l'espérance de rentabilité du portefeuille à partir de la moyenne des bêtas. Voilà, c'est un petit exercice juste pour pratiquer un petit peu. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de ce modèle? Je vais présenter donc là à cheval sur des séances. Eh bien, le portefeuille super efficient, c'est le portefeuille de marché. C'est celui qui offre la rentabilité espérée la plus élevée pour une volatilité donnée. Donc, alors ce résultat, il paraît très simple, mais ça a révolutionné véritablement, j'insiste, la pratique, la finance, puisque aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30, 40 ans, mais aujourd'hui, lorsqu'on vous conseille des investissements boursiers, ce qu'on vous conseille, c'est de pratiquer ce qu'on appelle donc la gestion passive, à savoir, vous allez détenir le portefeuille de marché. Donc, qu'est-ce que c'est que le portefeuille de marché? Je l'ai dit, c'est le portefeuille le plus diversifié possible. Alors, on a vu préalablement que le gain marginal lié à la diversification diminue. Donc, on a déjà une très bonne diversification quand on a plusieurs dizaines de titres, plusieurs centaines de titres. Ce n'est pas la peine d'avoir plusieurs milliers ou dizaines de milliers de titres. Ce ne serait pas forcément utile, surtout que dans ce qu'on a fait jusque-là, on a mis de côté les coûts de transaction, mais qu'en fait, il y a évidemment ces petites frictions qui, si on a beaucoup de titres, commencent à être importants. Quoi qu'il en soit, on vous recommande, ce que la théorie financière recommande de manière assez unanime, c'est de détenir un portefeuille diversifié et non pas donc des actions individuelles. Donc le portefeuille diversifié, c'est un portefeuille, un fonds euro par exemple, un fonds investi, un fonds Europe plutôt, un fonds investi sur le marché européen, voire mieux encore un fonds monde, un fonds investi eh bien, en Europe ou en Amérique du Nord, dans les pays émergents. Et là, vous avez donc a priori le meilleur portefeuille possible, à savoir donc la rentabilité espérée la plus élevée pour une volatilité donnée. Et puis, vous pouvez, si c'est trop risqué, investir seule une petite part en actifs risqués, donc dans ce portefeuille, et l'essentiel en actifs sans risque. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il est bien clair. Il est autour de la gestion passive. Le deuxième point, sur la mesure des primes de risque. Donc, comment on mesure les primes de risque? Là, c'est plutôt en finance d'entreprise. Là, je m'adresse plutôt au directeur financier de l'entreprise, alors qu'avant, je m'adressais à l'investisseur. Donc, directeur financier, lui, quand il doit mesurer des primes de risque, eh bien, cette prime de risque, elle est proportionnelle au bêta. Et elle se calcule donc par rapport au risque du marché. OK, c'est ce qu'on a fait juste à présent. C'est bon pour vous? Voilà, on en a fini avec le chapitre 4. Je vous propose de faire une pause et après la pause, eh bien, si vous voulez, on va pratiquer un petit peu, on va refaire quelques exercices. On ne va pas introduire de nouveaux éléments, on va juste refaire des exercices. C'est bon? Très bien, monsieur. Oui. OK, donc on va passer maintenant à quelques exercices. Et donc, comme je le disais, il y a beaucoup d'exercices en fin de chapitre. Si vous voulez vous exercer, on va en faire que quelques-uns, on ne va pas tous les traiter. Et donc, je vous propose de commencer par l'exercice 2, sur donc, des calculs de rentabilité espérée. Alors, vous avez donc un portefeuille composé de 1000 actions Capgemini, donc 1000 actions Capgemini, et donc le ticker pour Capgemini, c'est CAP. Donc 1000 actions Capgemini. Vous avez 10 000 actions, Ubisoft. Et enfin, 5000 actions BNP Paribas. Voilà. 1000, 10 000 et 5000. Les prix de marché et les rentabilités espérées sont de 40 €, 8 €, 50 €, avec des rentabilités donc de 10, attendez, hop, 12%, 10%, 10,5%.
Donc voilà, là, c'est les quantités, d'accord? Là, ce sont les prix. Et là, ce sont les rentabilités espérées. OK, on l'active. Ça marche? Alors, j'essaie de ne pas être face au tableau. On demande les pondérations de ces 3 actions dans le portefeuille. On demande de calculer la rentabilité espérée du portefeuille. Et ensuite, il y a des variations de prix. Et on nous demande de recalculer les pondérations. D'accord? Alors, je vous propose de faire ça sous Excel. Ce sera plus simple et peut-être plus rapide qu'au tableau. OK? Donc, vous avez les données, vous pouvez les prendre en photo si vous voulez. Et maintenant, je passe sous Excel. Donc, je vais reproduire. Vous le faites avec moi. Vous ouvrez votre fichier Excel. Et on le fait ensemble. D'accord. Alors, j'ai 3 actions, hein, Cap, Ubisoft et BNP. Vous voyez mon écran Excel? Donc, j'ai le nombre d'actions, 1000, 10 000 et 5000. J'ai le prix, 48, 50. J'ai les rentabilités, 12, 10, 10 et demi. Alors, on demande dans un premier temps de calculer les pondérations de ces 3 actions. Et pour avoir les pondérations, eh bien, je dois déterminer la valeur de chacun de mes de chacun de mes titres dans le portefeuille. Donc ça, c'est simple. C'est le nombre d'actions fois le prix. Donc, la valeur, c'est N fois P. D'accord? Et comme je vous l'ai souvent dit, je vais essayer quand même de faire un truc assez propre. Voilà. On va faire ça proprement. Je vais mettre en rouge les données du problème. Okay, pour bien qu'on distingue les données. Voilà. Comme ça, on distingue bien les données et le calcul. Donc, j'ai la valeur pour chaque titre dans mon portefeuille. Je peux faire le total. Hein. Et donc, je vais faire la somme. Donc, j'ai un portefeuille qui a une valeur de 370 000 euros. Okay. Donc, les pondérations, eh bien, c'est tout simplement le rapport. Je vais fixer la ligne 5 et donc je peux copier-coller. Et j'exprime ça en pourcentage. Tout le monde suit bien? OK. On a répondu aux premières questions. Alors, on nous demande ensuite quelle est la rentabilité espérée de notre portefeuille. Alors, comment vous calculez donc ceci? Eh bien, on va multiplier les pondérations par la rentabilité. OK. On fait ça dans tous les cas. Et on fait la somme. OK.
Là, on a la rentabilité pour notre portefeuille, 10,6. C'est la moyenne pondérée des rentabilités. Donc, j'ai multiplié. Là, c'est R fois. Et ça me donne la rentabilité de mon portefeuille. Ça, c'est la question B. OK. Nouveau prix. Les prix changent, appelez ça P'. On a une modification des prix. Donc, je vais le mettre en rouge. On a une modification des prix. Je regarde dans l'énoncé. On nous dit que les prix vont augmenter de 5 €. C'est vrai pour Capgemini et Ubisoft. Et pour BNP, on nous dit que le prix, il va diminuer de 10 €. Donc, eh bien, j'ai le nouveau prix. Quelles sont les nouvelles pondérations? Eh bien, je vais recalculer les valeurs. Je n'ai pas changé la composition de mon portefeuille. Donc, les nouvelles valeurs, ça va toujours être le N, hein, le même nombre, mais fois les nouveaux prix. Et donc, c'est ça fois. Ça change. Et on voit donc qu'il y a un accroissement de la valeur de notre portefeuille. On va recalculer les pondérations. Alors, je copie-colle ma colonne, hein, puisque c'est le même calcul. Pondération prime. D'accord. Donc, je peux calculer les pondérations. Alors, je peux les écrire avec un chiffre après. Donc, on voit bien la différence. D'accord, on passe de 18 à 12% par exemple pour Capgemini. Et mes rentabilités, je vais les calculer de la manière suivante. Donc, je vais reprendre R fois les nouvelles pondérations. Donc, ça fait... Et je fais la somme 10,5 au lieu de 10,6. OK. Voilà. On a répondu à toutes les questions. Donc ça, c'est pour l'exercice 11.2. Des questions? Questions? Pas de questions. Je continue alors. Vous n'êtes pas très actifs quand même aujourd'hui, hein? Je continue. Alors, un autre exercice, j'ai regardé un petit peu. Et je vous propose de faire l'exercice 11.5. Alors, l'exercice 11.5, ben je vais tout faire. C'est peut-être mieux, j'aurais dû faire ça ici. Okay. Vous voyez mieux là comme ça. Donc, l'exercice 11.5. J'ai deux titres, A et B. D'accord? Donc, j'ai deux titres, A et B. Et j'ai la rentabilité de chacun de ces titres depuis 2014. Rentabilité annuelle. Et ça, jusqu'en 2019.
Donc en rouge, encore une fois, les valeurs. Donc j'avais, alors là je tape les valeurs, à moins 10%, 20%, 5%, moins 5%, 2%, 9%. D'accord. Et pour B, 21%, 7%, 30%, moins 3%, moins 8%, 25%. C'est bon? Alors, calculer la rentabilité moyenne et la volatilité de chaque action A et B. Alors, vous voyez quand même mon tableau. On va le faire sous Excel parce que c'est plus simple. Et je vais quand même écrire un peu au tableau parce qu'à l'examen, enfin, voilà, vous devez quand même savoir le faire à la main. Donc, là, on a assez peu de données. Hein. On a volontairement limité le nombre d'observations pour éviter bien que ça prenne trop de temps. Donc, la rentabilité, c'est combien? La rentabilité moyenne, eh bien, c'est, bon, je n'ai pas besoin de l'écrire même, c'est moins 10, plus 20, plus 5, moins 5, plus 2, plus 9, divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 années. D'accord? Donc, c'est tout simplement une moyenne, il n'y a pas de problème. Je vais l'écrire ici, rentabilité moyenne. Voilà. Et donc, sous Excel, c'est plus simple. J'ai juste à taper moyenne. OK, voici la rentabilité moyenne. Maintenant, je veux calculer la volatilité. Alors, la volatilité, on va l'écrire pour l'action A. Comment on écrit la volatilité pour l'action A? La volatilité des rentabilités de l'action A. Alors, c'est la racine carrée de moins 10 moins la moyenne, donc moins 3,5. Moins 10%, moins 3,5 au carré. D'accord. Plus 20% moins 3,5 au carré. D'accord. Plus ainsi de suite. Okay. Le tout divisé par, souvenez-vous, N-1. OK. Je ne l'écris que pour l'action A. Hein. Pour l'action B, c'est équivalent. Donc, je vais l'écrire ici. Alors, si je fais tout simplement l'écart type, si je calcule l'écart type, j'ai un écart type de 10,6% et 15,6. D'accord? On peut recalculer, là, j'ai utilisé les fonctions Excel parce que c'est plus simple. On peut le recalculer. Hein. On peut, je vais le faire ici, on peut faire moins 10, moins 3,5. D'accord. On fait ça à chaque fois. Ok, donc j'ai fait moins 10, moins 3,5 au carré. Là, je décompose le calcul. D'accord. Une fois qu'on a ça, on fait la somme. Et cette somme, je la divise par 5. OK. Ensuite,
Je prends la racine. 10,59. Je montre que c'est bien la même chose. D'accord? Donc, voilà. Ça m'évite 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Alors, je le fais une seule fois en calculant l'écart type. C'est OK? Oui, monsieur. Troisième question. Alors, ça, c'était l'exo 5. Mais on peut poursuivre l'exo 6. Non, c'est toujours l'exo 5. Hein. Troisième question. Alors, A, la rentabilité moyenne et la volatilité, on vient d'y répondre. Maintenant, la covariance et la corrélation. D'accord. Alors, on va calculer la covariance. Donc, covariance standard. Vous vous souvenez, hein? Je vous avais dit de ne pas utiliser la covariance. On utilise bien la covariance standard. Covariance standard entre ces rentabilités et celle-ci. OK? Et maintenant, la corrélation. Donc là, coefficient de corrélation. Voilà. Coefficient de corrélation. Il est de 6,27. C'est bon? Je vais supprimer ce qu'il y a là maintenant. Il n'y a pas besoin. OK. La corrélation, d'ailleurs, voilà. On peut le calculer autrement. On peut développer à chaque fois, mais ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est pour l'exercice 11.5. La suite de l'exercice, c'est l'exercice 11.6. Et on nous dit qu'on forme un portefeuille équipondéré des actions A et B. Quelle est la rentabilité de ce portefeuille? C'est un portefeuille équipondéré des actions A et B. D'accord? Eh bien, on va faire simplement la moyenne chaque année. Hein. D'accord? Donc, j'ai calculé la moyenne chaque année. Et je vais calculer la rentabilité moyenne du portefeuille. Ne pose pas de difficulté. Je calcule également sa volatilité. Je remets avec un chiffre. Ça marche? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la volatilité de notre portefeuille est inférieure à la volatilité de chacune des actions, alors que j'ai un portefeuille équipondéré. OK? Pourquoi la volatilité du portefeuille est-elle inférieure à la volatilité moyenne des deux actifs? C'est la question qui est posée dans l'exercice. Eh bien, c'est grâce à la diversification. OK? Maintenant, on nous demande de calculer. Alors, c'est bon? Ça, c'est le portefeuille équipondéré. Je vais le mettre là. 50% de A plus 50% de B. Et on a maintenant l'exercice qui suit. On nous demande, dans l'exercice 7, on nous demande de calculer la même chose. Pour un portefeuille composé de 70% d'actions A et 30% d'actions B,
Donc, on va faire une moyenne pondérée 0,7 d'action A plus 0,3 d'action B. Je calcule et j'obtiens 9%. Okay. Je peux encore réduire, je peux tâtonner un petit peu et je vois que je réduis ma volatilité. Ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où je mets plus d'actions A, or les actions A étaient moins volatiles que les actions B. Donc je réduis la volatilité globale de mon portefeuille, bien sûr. Je réduis aussi la rentabilité de mon portefeuille, en même temps que je réduis le risque. Ça marche? Ça marche, monsieur. Bon, là, c'est moi qui fais tout. Il va falloir que vous... voilà, il faut le faire aussi vous-même. Je vais vous l'enregistrer, comme ça, je pourrai vous l'envoyer. D'accord? Bon, ça, c'était pour des exercices simples de calcul des variances, des covariances, des rentabilités pour les différents portefeuilles. OK, je cherche d'autres exercices. L'exercice 9, à l'oral. D'accord? Il n'y a pas de calcul à faire. On suppose que les rentabilités de deux actifs affichent une corrélation de 1. Donc, les deux actifs ont une corrélation de 1. La rentabilité du premier actif est au-dessus de la moyenne cette année. La moyenne des autres actifs sur le marché. Quelle est la probabilité que la rentabilité du deuxième actif soit au-dessus de la moyenne également? Je vous écoute, c'est très simple. Elle est de 1. Elle est de 1, bien sûr, puisqu'ils sont parfaitement corrélés. Donc, s'il y en a un qui est au-dessus de la moyenne, l'autre sera au-dessus de la moyenne également. Très bien. OK. Exercice 10, pareil, on va le faire à l'oral. Il y a des petits exercices comme ça qui sont faciles à l'oral. Les actions A et B ont une volatilité de 40%. Exercice 10. A et B, ils ont une volatilité de 40%. Peut-être le noter. Prenez des notes aussi. Alors, A, B, la vol est de 40% dans les deux cas. Voilà, c'est pour l'avoir en tête que je le note. Ensuite, on nous demande quoi? Quelle est la volatilité d'un portefeuille investi à 50% dans chacune des deux actions? D'accord? Okay, très bien. Donc, c'est un portefeuille IQ pondéré. On va le mettre là, le portefeuille IQ pondéré. Et on a différentes cas de figure. Si la corrélation est égale à 1, ah ouais, c'est bon, j'ai mal représenté mon truc. Bon, c'est pas grave. Si la corrélation est égale à 1, ça va être égal à quoi? Quelle va être la volatilité de mon portefeuille si la corrélation est égale à 1? Zéro. Ah bon? C'est pas. Pas du tout, non. Je vais le faire sur... Donc, c'est le 11-10. D'accord? Donc, c'est AA et BB dans l'exercice. Ils ont une volatilité. « 40%. D'accord? Est-ce que je vais l'écrire comme ça? Oui, alors attendez. Et donc là, je veux la... attendez. Non, je ne vais pas le...
OK. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Donc, là, c'est les volatilités des titres. Et là, je vais mettre les poids. Attendez, comment je vais le faire? Enfin, la réponse, elle est très, très simple. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Hein. Mais je voulais vous présenter ça sous forme d'un tableau. Donc, je réfléchis à comment je vais le présenter. OK. Je vais mettre les poids ici. Donc, c'est 50%. Et ici, d'accord. Je ne sais pas si... Bon, OK. Bon, très simple. Désolé, j'essaye de présenter ça bien. Donc, quelle va être la volatilité de mon portefeuille? Ça ne marche pas très bien sous Excel, mon petit exemple. J'aurais pas dû faire Excel. Allez, c'est plus compliqué qu'autre chose. Ni tableau là. On a les chiffres en tête, c'est pas très compliqué. Alors, bon, la volatilité du portefeuille, ça va être quoi? Ça va être la racine carrée. OK. De la variance de mon portefeuille. La variance de mon portefeuille, ça va être égal à quoi? Mon portefeuille, il est composé à 50-50. Hein, je n'avais pas besoin de faire un tableau. Hein, je pense qu'il vaut mieux le faire à la main. La volatilité de mon portefeuille, qui est composée de manière équipondérée, ça va être égal à quoi? La volatilité. Donc la variance, ça va être égal à quoi? Allez-y, là, vous êtes un petit peu mou. Hein. Donc la variance, ça va être la variance de A plus la variance de B. On est d'accord ou pas? Plus deux covariances A, B. Si la corrélation est égale à 1, eh bien, ce terme-là, on n'en a pas besoin. D'ailleurs, excusez-moi, hein, vous auriez dû me dire, hein, ici, la variance, ce n'est pas simplement A et B, hein, c'est 0,5 au carré, plus 0,5 au carré. Et là, c'est 2 fois 0,5 fois 0,5. OK? Bon, j'ai écrit la formule parce qu'on l'a vu dans le cours, mais si les deux actifs sont corrélés parfaitement, il n'y a aucun gain à la diversification. Il n'y a absolument aucun gain à la diversification. Donc, la volatilité de mon portefeuille, elle va être de 40%. Alors, on peut faire le calcul si on veut, mais on sait que ça va être égal à 40%. D'accord? Faites le calcul, mais ça va tomber sous le sens. De la même manière, si la corrélation est de -1 entre mes deux portefeuilles, si la corrélation est de -1, quel est le risque de mon portefeuille? Bah, du coup, il va être sans risque. Il va être sans risque, les gars, exactement. Ça va être égal à 0. Et si ma corrélation, elle est de 0, ou n'importe quoi, en fait, compris entre -1 et 1, eh bien, je vais avoir une volatilité de mon portefeuille qui va diminuer. D'accord. Donc là, comme bon, c'est des racines carrées, il faut prendre sa calculatrice. C'est pour ça que je voulais le faire sur Excel au début. Mais pour les cas polaires, pour les cas extrêmes, plus 1 et -1, c'est facile. Hein, ça donne 0. Je vous laisse 2 minutes pour le faire. Mettez-moi, je vais effacer ce que j'ai mis au tableau parce qu'en plus, je l'ai mal écrit. Faites-le de votre côté, d'accord? Hein, faites-moi le calcul, posez-moi l'équation, reprenez la formule si besoin. OK?
C'est bon? Vous avez pu travailler? Alors, j'insiste, hein, c'est important que vous le fassiez vous-même. D'accord? Je vais vous montrer le résultat, mais c'est important que vous le fassiez vous-même. Hein, ce que je dis à mes propres enfants, hein, mon fils, là, il est fan d'un manga japonais, qui s'appelle Haikyuu, c'est sur du volleyball. Donc, il s'est pris de passion pour le volleyball, mais je lui dis, s'il veut progresser en volley, hein, s'il veut améliorer ses réceptions, ses passes, c'est bien de regarder le manga à la télé, mais il faut surtout qu'il aille s'entraîner. Bah, c'est pareil pour la finance. D'accord? Ce que je dis à un enfant de 12 ans, c'est valable pour vous qui en avez le double. Si vous voulez progresser, il faut absolument que vous fassiez les exercices, mais regardez les faire. Ça va vous aider très, très modérément. Donc, voici les résultats. Je vais repartager mon écran. Donc, j'ai pris 5 minutes pour faire ça proprement. Donc, voilà, je l'ai fait sous Excel finalement, même si vous aviez les formules au tableau. Hein. Encore une fois, la variance de x plus y, enfin, la variance de ax plus by, c'est a carré variance de x plus b carré variance de y, plus 2ab covariance de xy. D'accord? Donc, vous aviez deux titres, hein, je vous disais AA et BB, hein, c'est les deux titres qui sont mentionnés dans l'énoncé. En rouge, c'est toujours les valeurs qui sont dans l'énoncé. Donc, on avait des volatilités qui étaient identiques pour les deux titres. Et on avait un portefeuille équpondéré. Donc, j'ai noté ces caractéristiques-là ici. Et puis, je voulais connaître la volatilité pour différents niveaux de corrélation. Donc, en rouge, c'est les différents niveaux de corrélation que j'ai voulu tester. Donc, je vous l'ai dit, hein, la volatilité, c'est l'écart type de la variance. Donc, avant de calculer la volatilité, je dois calculer la variance. Et la variance, elle dépend des covariances. Donc, avant de calculer la variance, j'ai calculé les covariances à partir donc, des corrélations. Donc, qu'est-ce que c'est hein, la covariance? On sait, c'est corrélation. C'est la corrélation fois le produit des écarts types. Donc, j'obtiens la variance. Alors, je fais bien attention de mettre des dollars comme il faut pour copier ma formule et obtenir la covariance dans tous les cas. À partir de la covariance, eh bien, je calcule simplement les variances. Hein. Je vous dis, c'est a carré, variance de x, plus b carré, variance de y, plus 2ab, covariance de xy. Et enfin, je prends la racine carrée et j'obtiens la volatilité. Et dans les deux cas extrêmes, il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Si la corrélation est égale à 1, eh bien, il n'y a aucun gain lié à la diversification puisqu'on a deux titres identiques. Et quand la corrélation est égale à moins 1, eh bien, là, on n'a plus de risque. Hein. Il suffit d'avoir les deux actifs. Quand l'un augmente, l'autre diminue dans les mêmes proportions, donc on n'a absolument aucun risque. Et donc, on a une volatilité nulle, ce que l'on sait intuitivement, donc, mais ce que l'on confirme ici mathématiquement sur les données qui sont dans l'énoncé. Voilà. Et sinon, vous réduisez votre volatilité à chaque fois que vous êtes en dessous de 40%. C'est le gain lié à la diversification. OK? Voilà, ça, c'est pas compliqué. Hein, donc, j'ai commencé à faire quelques exercices sur les calculs de variance-covariance. Ça, il faut absolument que vous le maîtrisiez. C'est du niveau première année. Hein. C'est ce que vous êtes censé faire en première année dans vos cours de stats. Okay, donc là, c'est appliqué à la finance, mais ces outils, vous les connaissez. OK, je vais faire une petite pause et ensuite quelques exercices donc, sur le MEDAF. Donc, on y va, l'exercice 21. Voilà. Alors, dans l'exercice 21, on a deux actions. On a Renault et Pernod Ricard. D'accord. Donc, attendez. Donc, on a Renault. Et puis, je vous disais Pernod Ricard. Et dans chaque cas,
on a, alors, excusez-moi, l'espérance de rentabilité. Donc, 20% pour Renault. Et la volatilité. Cette volatilité, j'y arrive, voilà, 40%. Et pour Pernod Ricard, on suppose, hein, c'est des données fictives, hein, une espérance de rentabilité de 10% et une volatilité de 30%. Les deux actions ne sont pas corrélées. Quelle est l'espérance de rentabilité d'un portefeuille équipondéré? Quelle est la rentabilité d'un portefeuille équipondéré? C'est la moyenne. Donc, portefeuille équipondéré. Sa rentabilité, c'est la moyenne. Je mets en rouge les données du problème. Et quelle est la volatilité de mon portefeuille? Quelle est la volatilité? C'est la moyenne des volatilités. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, il est précisé dans l'énoncé que les deux actions ne sont pas corrélées. Donc là, d'un point de vue calcul, c'est très simple. En revanche, c'est pour vous faire réfléchir un petit peu sur l'idée de portefeuille efficient. Est-ce que c'est efficient de détenir l'action Renault seul? Est-ce qu'il est efficient de détenir l'action Renault seul, compte tenu des données et uniquement des données que vous avez à votre disposition? Est-ce que c'est efficient? La volatilité, elle est trop élevée. C'est pas efficient. L'action Renault est certes trop élevée, oui, mais pour autant, cette action Renault, elle est efficiente. C'est efficient. Pourquoi? Parce que certes, on a une volatilité plus élevée, mais une rentabilité également plus élevée. Donc, c'est efficient. On peut avoir intérêt à détenir uniquement l'action Renault. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais on peut y avoir intérêt. S'il n'y a rien d'autre à disposition. Est-ce que c'est le cas pour Pernod Ricard? Est-ce qu'on a intérêt à détenir Pernod Ricard? Par rapport à Renault, non. Par rapport à Renault, pourquoi pas, hein, puisqu'on a une moindre volatilité et une moins de volatilité, certes, au prix d'une moins grande rentabilité. J'ai fait une erreur dans le calcul de la volatilité. On va corriger. On va bien le faire. Il n'y a pas de corrélation, on va bien le faire. Donc, la volatilité, ça va être égal à quoi? Ça va être, souvenez-vous, hein, donc 0,5 au carré fois 40% plus 0,5 fois 0,5 fois 30%. Je fais un peu vite. D'accord. Et on va prendre la racine. Donc, ce n'est pas la moyenne, hein, évidemment. J'ai été beaucoup trop rapide. Alors, attendez. 0,5 fois 0,5 plus 5 fois 0,5. Il y a une erreur là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. J'ai fait une erreur sur le calcul de la volatilité. Est-ce qu'il ne me manque pas une donnée du problème? Si je suppose que la corrélation est nulle, c'est l'hypothèse qu'on fait ici, hein, les deux actions ne sont pas corrélées. Donc j'ai une corrélation nulle. Comment se fait-il que mon portefeuille ait une volatilité plus élevée que mes actions? J'ai dû me tromper quelque part. Vous voyez l'erreur que j'ai pu faire ou pas?
Ah bah oui. Vous la voyez l'erreur ou pas? Non, moi, je la vois Dans pas. la voir. Eh bien, j'ai fait, donc, vous savez que je dois prendre les poids au carré fois la variance. Et là, j'ai fait les poids au carré fois l'écart type, hein, puisque j'ai pris la volatilité. Donc, voilà. Vous ne voyez pas où était mon erreur, mais c'est B3 fois B3. Voilà. C'est le même calcul que tout à l'heure, hein, c'est juste que là, j'ai été inattentif. Voilà. C'était un peu bizarre, puisque j'avais une volatilité plus élevée que pour mes titres. Donc, c'était un petit peu bizarre. Voilà, c'est corrigé. C'est corrigé, c'est corrigé. Donc, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne change pas grand-chose. Au cas de Renault, Renault a certes une espérance de rentabilité plus élevée, a certes un risque plus élevé, mais une espérance de rentabilité plus élevée. Donc, on peut avoir intérêt à choisir Renault. Est-ce qu'on a intérêt à choisir Pernod Ricard, en revanche? Non, jamais. Jamais, parce que Pernod Ricard est dominé par mon portefeuille. Si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait prendre des risques, eh bien, je peux vous conseiller Renault. Hein. Vous prenez certes des risques, mais vous avez une rentabilité espérée importante. En revanche, si vous ne souhaitez pas prendre trop de risques, je ne vais pas vous souhaiter Pernod Ricard, parce qu'il y a un portefeuille qui est meilleur, qui est mon portefeuille équipondéré, qui me rapporte plus que Pernod Ricard, tout en ayant un risque moindre. Donc Pernod Ricard, seul, n'est jamais intéressant. Donc j'ai le choix entre ici avoir du Renault ou mon portefeuille équipondéré. Après, je pourrais avoir d'autres portefeuilles. Hein. Je pourrais calculer des portefeuilles avec des pondérations très variées, hein, entre 0 et 100%, et déterminer tous mes portefeuilles efficients. Mais vous voyez ici que Pernod Ricard est toujours dominé. Il n'est jamais intéressant de détenir tout seul Pernod Ricard. En revanche, il peut être intéressant de détenir seul l'action Renault. OK? Donc, encore une fois, désolé pour la confusion quand j'ai calculé la volatilité. En plus, je me suis trompé 2 fois, j'ai voulu aller trop vite. Bien sûr, il faut, c'est pas une moyenne simple, hein, il faut recalculer la variance, calculer la volatilité et pas faire des recalculs comme j'avais fait tout à l'heure. OK. Bon, il faut toujours bien poser ces équations, la preuve, quand on veut aller trop vite. Moi-même, je fais des erreurs. C'est pour l'exercice 21. OK. L'exercice 22 maintenant. Je le prends vraiment au hasard. Donc, on a une action, l'action Kering, qui a une rentabilité espérée de 26%. D'accord. Et une volatilité de 1%. Voilà. Je ne vais pas mettre V pour volatilité parce que c'était pour variance. Voilà. De 50%. Ça, c'est pour l'action Kering. Et on a l'action Danone. Donc, ça, c'est pour Kering. Et pour Danone, on a respectivement, donc, dans l'exercice 22, une rentabilité espérée de 6% et une volatilité de 25%. On veut composer un portefeuille de risque nul, sachant que la corrélation entre mes deux actifs est parfaitement négative. Donc, j'ai une corrélation qui est égale à -1. Très important. Et donc, comme j'ai une corrélation qui est égale à -1, je dois pouvoir constituer un portefeuille sans risque. D'accord? Alors là, ça demande de réfléchir un petit peu. Comment on va composer ce portefeuille sans risque? Eh bien, la variance de mon portefeuille sans risque, mon portefeuille P, doit être égale à 0. C'est ce que je souhaite. Et donc, eh bien, cette variance, elle se calcule comment? La variance de ce portefeuille, c'est X investi dans l'action K
D'accord. Avec une... Alors, x carré investi dans l'action K, enfin x investi dans l'action K, donc la variance est x carré, variance de RK, vous êtes d'accord? Plus 1 moins x carré, variance de RD, plus 2 covariance. La covariance, c'est donc le produit des écarts-types. Donc, sigma RK fois sigma RD fois le coefficient de corrélation, moins 1. Et fois mes poids, x, 1 moins x. Voilà donc l'équation que je dois résoudre. OK? Et je vous laisse un petit instant pour résoudre cette équation. Bon, on va faire la résolution ensemble. Alors, je vais devoir pas mal effacer le tableau. J'espère que ce sera suffisamment clair. Voilà, donc vous allez le faire avec moi, d'accord? Soyez attentifs, ce qui m'évitera aussi de faire des erreurs de calcul. D'accord? Alors, c'est une équation du second degré. On a donc x carré. On a x carré fois la variance de k. La variance de k, attendez, je ne l'ai plus. Vous vous en souvenez ou pas? Je viens de l'effacer, je suis désolé. Donc, c'est 0,5. Donc, on a la variance ici. Donc, c'est 0,5 au carré. Hein. Faites pas l'erreur qu'on a fait tout à l'heure où j'ai pris directement la volatilité. Là, on a besoin de la variance. Donc, 0,5 au carré fois x carré. Okay. Plus la variance de RD, c'était 0,25 au carré fois 1 moins x au carré. Okay. Plus, donc, 2 fois la volatilité, 2 fois 0,5, donc c'est le produit des écarts-types, 0,5 fois 0,25, fois moins 1, d'accord, fois x, 1 moins x, et ça c'est égal à 0. Ok. Donc, j'espère pas avoir fait d'erreur d'inattention. Maintenant, j'efface et on va essayer de simplifier un peu ce terme. Alors, moi, je vous propose, alors, comme on a des 0,5, 0,25, moi, je vous propose de le mettre sous forme de fraction, ce sera plus simple. Pourquoi? Parce que là, on a donc 0,5 au carré. Donc, 0,5 au carré, en fait, c'est 0,5 fois 0,5, c'est 1 quart. D'accord? 1 demi fois 1 demi, ça fait bien 1 quart. 1 quart x carré plus 1 quart fois 1 quart. Facteur de 1 moins x carré. Alors, 1 moins x carré, hein, ça fait 1 moins 2x plus x carré. Tout le monde est d'accord? 2 fois 1,5, bon, bah, ça se simplifie. Moins 1 fois 0,25, bah, ça fait moins 0,25 fois x moins x carré est égal à 0. D'accord? J'espère pas avoir fait d'erreur encore une fois. Vous contrôlez avec moi. On a bien x moins x carré. Hein, on a vite fait de faire l'erreur de signe. Dans ce genre de choses. Et 0,25, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire. Voilà. Je préfère l'écrire moins 1 quart. Donc, ça va nous permettre de simplifier ici ces termes-là.
OK, et puis je vais tout multiplier par... Oui, je vais tout multiplier. Non, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc, on a... Bon, si je vais tout multiplier par 4, ce sera plus simple. Donc, 4x carré. Donc, ça disparaît. Plus 1 moins 2x plus x carré. Attendez, on a un quart, donc ça fait 4. D'accord. OK, plus donc 4x moins 4x carré. C'est égal à 0. Donc 4x carré moins 4x carré, ça c'est pas mal. Il me reste donc x carré ici. 4x moins 2x plus 2x plus 1 égale à 0. Je ne me trompe pas, je n'oublie pas. X carré, c'est bon. 4x moins 2x plus 1. OK. Bon, bah, c'est cette équation-là qu'il faut maintenant résoudre. Donc, on va calculer, bah, vous vous souvenez, hein, le delta. Donc, le delta de mémoire, c'est... attendez, B carré moins 4AC. moins 4AC. Répétez. B au carré. Oui, c'est ça. B carré moins 4AC. Voilà. Ça fait plus longtemps que pour vous. B carré moins 4AC. Et donc, ça me fait 4. C'est ça. Moins 4 fois. Donc, toc, toc, toc. Bah, ça, c'est pas mal. Puisque ça me donne un discriminant qui est égal à 0. Et donc, la solution, c'est, quand discriminant est égal à 0, souvenez-vous, la solution, c'est... Il y en a Moins qu'une. B sur 2A, je crois. Moins B sur 2A. Donc, moins B, moins B, moins B, moins 2 sur 2 fois 1. C'est ça, moins B sur 2A. Et ça donne moins 2 sur 2, ça fait 1. Ça fait moins 1. Oui, ça fait moins 1. Moins 2 sur 1. Je me demande si on ne s'est pas trompé quelque part. Parce que là, à un moment donné, vous avez multiplié par 4 la troisième ligne, mais vous Ouais. avez pas multiplié par 4 encore. Alors, attends. Oui, j'ai dû me tromper quelque part. On va reprendre un quart de x carré. Donc là, je suis simplifié. Et ensuite, donc, je multiplie par 4, ce qui me fait 4x carré. Là, je n'ai pas besoin de 4 fois un quart. Donc, ça, c'est correct. Et donc, ça fait 4 fois x moins 4x carré. Non, c'est bon. Peut-être que j'ai fait une erreur, je ne la vois pas. Attendez, je regarde. 4x carré moins 4x carré, ça simplifie. Il me reste x carré. 4x moins 2x, ça fait 2x plus 1. 4 fois 4. Oui, mais au deuxième, quand vous faites plus un quart fois un quart, si vous multipliez par 4, il reste Attends, je ne vous suis pas. Quand vous faites... un quart fois un quart. Ouais. Bah après, quand vous multipliez par 4, il reste un quart. Mais là, en bas, vous avez réécrit que 1 moins 2x plus x au carré. Oui, Où alors, le un quart? je ne crois pas que ce soit un problème, mais on va le voir ensemble. Alors, peut-être que là, attendez. Hein. Donc, 0,5 au carré, vous êtes d'accord, c'est 1,5 fois 1,5. 1,5 fois 1,5, c'est un quart. Oui. 25 au carré, c'est un quart fois un quart. Donc là, je ne me suis pas trompé. Oui. 2 fois 1,5, ça se simplifie. Et il me reste un quart fois moins 1, ça fait moins un quart. Donc ça, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Un quart. Un quart. Ça disparaît. D'accord? Et donc, je peux réécrire ça en multipliant tout par 4. Ça fait 4x carré plus 4 fois un quart, 1 moins 2x plus x carré, moins 4 fois x moins x carré. Et après, je développe 4x carré plus 1 moins 2x plus x carré. Ah, c'est là où je me suis trompé, vous voyez? Vous avez vu où je me suis trompé?
C'est là où j'ai fait mon erreur de signe. Ah, d'accord, ouais. Vous voyez? C'est moins 4x. Attendez, donc voilà, c'est pas plus, hein, c'est moins 4x. Moins par moins, plus 4x carré. C'est là où j'ai fait ma petite erreur de signe, je n'ai pas fait attention. Il y avait un moins ici. Hein. On hérite de là. Voilà, donc j'ai moins 4x plus 4x carré. Donc, alors attendez, on va écrire. Faire attention, on fait toujours des erreurs de calcul. Moi, je suis un peu champion des erreurs de signe. Donc 4x carré plus 4x carré plus x carré, ça fait 9x carré. D'accord, 4x carré plus x carré plus 4x carré, on en a 9. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6x carré, moins 6x. D'accord. Plus 1, ok. Voilà, on a trouvé où était l'erreur, donc on va. Mais c'était bizarre d'avoir des poids, il y a moins. Donc b carré moins 4ac, donc ça veut dire qu'on a moins 6 au carré, moins 4 fois 9, d'accord, 4 fois 9 fois 1. Donc ça fait quoi? Ça fait 36. 9 fois 4? 36. Ok. Donc c'est égal à 0. Bon, c'est un hasard. Hein. Tout à l'heure, on avait obtenu le bon discriminant, mais c'est complètement hasard. Et donc le résultat, c'est moins b sur 2a. Donc moins b, ça fait plus 6 sur 2 fois 9. Donc ça fait 6 sur 18. 6 sur 18, ça fait 6 sur 18, ça fait Un tiers. un tiers. Voilà. C'est un petit peu long, mais il ne faut pas faire l'erreur de calcul comme je l'avais fait, mais on a l'empodération. Donc, on va investir un tiers dans l'action K, 2 tiers dans l'action D. OK. Donc, la répartition 1 tiers, 2 tiers. Et puis, un de vos camarades m'a dit, est-ce qu'on peut le faire intuitivement? Oui, alors je n'ai pas voulu, parce que je tenais à ce que vous fassiez la résolution, mais on peut le faire intuitivement parce qu'on s'aperçoit que la volatilité, alors ce sont des données fictives, hein, pour avoir des calculs qui ne sont pas trop non plus trop lourds, mais la volatilité de l'action K est 2 fois celle de l'action D. Et comme on a une corrélation qu'on a fixée à -1, hein, c'est un peu, intuitivement, on a bien ce rapport d'un tiers, 2 tiers. Un tiers, 2 tiers. Il faut 2 fois plus d'action D que d'action K, puisque la volatilité de D est 2 fois inférieure à celle de K. Okay, donc, on pouvait avoir le calcul simplement. D'accord, bon, on avait du 0,5 de vol, vous vous souvenez, contre du 0,25. Donc, il y a un rapport du simple au double. D'accord. Deuxième question, donc bon, on a la composition de notre portefeuille. Ensuite, donc ce portefeuille, il est sans risque. Hein, puisque, par définition, on a construit ce portefeuille pour qu'il ait une volatilité nulle en profitant du fait, alors c'est très théorique, hein, parce que en pratique, ça n'existe pas, mais on a profité du fait que la corrélation était parfaitement négative entre nos deux titres. D'accord? Donc, on a réussi comme ça à avoir un portefeuille sans risque. Et donc, ce portefeuille sans risque, il doit rapporter le taux sans risque, hein, puisqu'il n'a aucun risque. Et donc, l'espérance de rentabilité de mon portefeuille, il va être égal à quoi? On a ce qui va nous donner le taux sans risque. On va investir un tiers dans l'actif K qui était le plus risqué et qui rapportait 26% dans l'énoncé, hein, c'est la valeur que vous avez donnée. Et 2 tiers dans l'actif D qui rapporte 6%, si je me souviens bien. Oui, 6%. Et donc, la moyenne pondérée des rentabilités, ça nous donne 12,67. Donc, bon, évidemment, c'est un exercice complètement fictif. Là, on a un taux sans risque de 12,67. On
à synthétiser un actif sans risque avec notre portefeuille en profitant de la corrélation négative entre nos deux titres. Okay. Donc bon, vous voyez, hein, on utilise les différentes formules qu'on a vues dans le cours ici pour... alors, on jongle un peu avec ces formules pour obtenir ici le taux sans risque. D'habitude, le taux sans risque, c'est évidemment une donnée, un input, et c'est cet input qui va nous permettre de calculer généralement les rentabilités. Là, on a fait l'inverse. C'est histoire que vous manipuliez un petit peu les formules. Il me reste un petit peu de temps pour faire encore quelques exercices. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, parce que le cours est quand même relativement long. En revanche, je vais vous donner un certain nombre d'exercices à faire pour la semaine prochaine. Je vais vous donner l'énoncé. Et vous allez devoir travailler ces exercices. Alors, je ne vais pas vous les donner à l'oral. Je vous enverrai par mail les exercices. Et je vous demanderai de me rendre un petit devoir à la maison sur la base de ces exercices. OK? D'accord. Donc, quelques petits exercices sur le CAPM pour la semaine prochaine. Et je vous envoie ça par email. C'est plus simple que de vous les dicter là. Des questions? Juste, monsieur, quand vous enverrez les exercices, vous pourrez envoyer l'Excel sur lequel on a fait les exercices? Oui, je vous enverrai ça avec. Oui. Ok, merci. De rien.